Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur une thématique spéciale Sora, c'est l'injection de fonds en quantité sur Sora pour jouer dans les plus grosses divisions. Alors, c'est un angle très particulier, mais ça concerne des investisseurs ou des joueurs qui ont des moyens, qui veulent jouer donc dans les D2 et D1. C'est l'objet d'une division, d'un traitement particulier. Parce que dès que vous voulez passer une certaine limite à Sora, vous allez voir des obstacles qui vont se dresser face à vous pour pouvoir injecter de l'argent. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les transferts dans Sora se font avec de l'Ether. Donc l'Ether, c'est une crypto-monnaie. Et cet Ether, quand vous l'achetez en petite quantité, on ne vous demande pas grand-chose. Des fois, une validation d'identité, ou sur certains sites, jusqu'à un certain moment, il n'y en avait même pas besoin. Mais là, si vous voulez injecter, par exemple, vous voulez jouer avec 10 Ethers sur Sora, sur des budgets qui commencent à être significatifs, ben, il va falloir passer par tout un tas d'obstacles. Alors, je vais vous dire comment faire déjà pour franchir ces obstacles et après traiter la dimension plus sportive du jeu. Donc, il y a deux aspects. L'aspect technique pour l'injection d'Ethers, puis il y aura l'aspect jeu. Alors déjà, l'injection d'Ether, vous pouvez la faire de deux façons dans Sora. Vous pouvez la faire là-dedans via de la crypto que vous avez par ailleurs. Donc ça se passera par Metamask, Coinbase Wallet ou d'autres wallets. Donc dans ce cas-là, vous passerez par connecter mon portefeuille. Ou si vous n'avez pas de crypto, vous pouvez en acheter sur Coinbase. C'est ce que je recommande parce qu'ils acceptent les virements et les cartes bleues. Le virement étant la chose la plus pratique, je vais y revenir. Mais sinon aujourd'hui, Ramp c'était la méthode la plus efficace ces derniers temps parce que les frais étaient offerts par Sora. Je ne sais pas si c'est permanent ou provisoire, mais en tout cas, ce qui avait comme avantage, c'est que vous injectez directement les fonds sur Sora. Si vous passez par Coinbase, il va falloir d'abord acheter de l'Ether sur Coinbase, puis le rapatrier vers Sora. Là, avec Ramp, vous alimentez directement le compte Sora. D'accord? Donc c'est le plus pratique. Quand vous vous inscrivez sur AMP, il y a, comme si vous étiez sur Coinbase, il y a une validation d'identité à faire. Suivant le montant que vous voulez injecter, le niveau de validation d'identité n'est pas le même. Si on est sur des budgets dont je vous ai parlé, ce qui sera bien, c'est d'aller chercher le tier 4 au niveau de ramp en termes de validation d'identité, ce qui va passer par les classiques carte d'identité ou passeport, photos prises avec le téléphone en direct avec leur application, mais aussi preuve d'adresse. Donc ça s'envoie à compliance@ramp.network avec quittance EDF ou quittance d'eau, enfin un truc qui prouve votre adresse. Et des fois, ils peuvent vous demander la source de revenus, et dans ce cas-là, ça sera avec un relevé bancaire. Une fois que vous avez validé ça sur Ramp, Ramp vous autorise à leur donner de l'argent. Voilà. Enfin, leur donner, à leur envoyer de l'argent pour le convertir en Ether. Ce qui est important de savoir, très important de savoir, c'est que la conversion euro-Ether se fait au moment où Ramp reçoit l'argent. C'est-à-dire que si vous passez par un virement, il peut mettre jusqu'à 3 jours pour arriver. Donc vous ne maîtriserez pas votre taux de conversion d'Ether. Et sur des gros montants, ça peut être embêtant. Vous pouvez attraper une mèche ascendante ou attraper quelque chose qui est anormal par rapport au marché. Donc c'est pas très confortable. Donc si vous avez l'option bancaire qui s'appelle le virement instantané, des fois il faut rajouter 1 euro ou 50 centimes, la BNP le propose, je sais plus si la banque postale là ou pas, enfin bref, il y en a quelques banques qui l'ont, mais pas toutes, par internet. Si en tout cas vous faites un virement instantané, vous verrez que ça passe directement sur Ramp et donc du coup vous savez à peu près le taux d'Ether euros auquel vous avez acheté. Donc le virement instantané c'est bien, le virement tout court c'est peut-être risqué mais bon vous pouvez attraper à la hausse comme à la baisse le taux de l'Ether. Donc mais c'est un peu plus random. Sinon il y a la carte bleue. La carte bleue c'est bien aussi parce que c'est instantané. Par contre ça tape sur vos plafonds de retrait. D'accord? C'est une des merveilles de notre système bancaire actuel, c'est qu'il considère que l'achat de crypto-monnaie par carte bancaire est un achat, est assimilé à un retrait d'espèces. Donc, le plafond de votre carte qui compte, c'est le plafond de retrait d'espèces. Et des fois, il est considéré aussi par
la banque comme étant un retrait d'espèces à l'étranger, ce qui peut faire l'objet d'un plafond spécifique. Donc il faut vous renseigner sur tout ça, parce qu'une fois que vous avez validé ces aspects-là sur Ramp, derrière, il faut aussi que vous déverrouillez ce qui doit être déverrouillé au niveau d'autres banques. Enfin, déverrouiller, c'est déverrouillable. Des fois, vous ne pourrez rien faire, il faudra juste vous adapter à ce que la banque limite. Mais ce n'est qu'en connaissant votre tiers sur Ramp ou sur Coinbase, si vous avez pris la méthode Coinbase, et donc cette limite qui s'impose à vous, de même que vos limitations bancaires, que vous saurez faire les mouvements adéquats pour vos déplacements de fonds. Donc voilà, donc ça c'est une préparation préalable, c'est un véhicule d'investissement que vous pouvez préparer, travailler, etc. Mais il faut le faire en amont, sinon vous allez sans arrêt vous heurter à des murs et vous verrez que c'est pas si facile d'injecter de l'argent pour investir dans Sora. Ensuite, la question que vous allez tout de suite vous dire après, c'est oui, est-ce que l'Ether c'est le bon moment pour en acheter? Donc le cours de l'Ether, vous pouvez le regarder sur plusieurs sites. Là, on sort d'une situation qui est intéressante d'ailleurs, où on a eu un Ether qui a été dans un trou, enfin dans un trou, hein. Sur l'année, on ne peut pas trop parler de trou, parce qu'en juillet, il était à 1800 $, hein. Ben, il a été à un moment donné à 4008, et là maintenant, il est à 4000 €, à 4000 $, pardon. 4600 $, donc oui, à peu près 4100 €. L'Ether, vous ne savez pas si là aujourd'hui, si vous l'achetez maintenant à 4700 $, vous ne savez pas si c'est un point haut ou un point bas. Alors vous allez me dire, ouais, si, regarde, c'est un point haut, regarde la courbe. Oui, je regarde la courbe, d'accord. Par rapport à l'histoire de l'Ether, c'est un point haut. Mais l'histoire passée de l'Ether, l'histoire future de l'Ether, je la connais pas. Je la connais pas et c'est un marché en croissance, l'Ether. Il y en a de plus en plus qui est demandé parce que l'écosystème Ethereum se développe. Les applications blockchain qui utilisent la blockchain Ethereum sont de plus en plus nombreuses. De plus en plus de monde veut de l'Ether. Si vous pensez que la blockchain c'est un truc qui va se développer, il y a toutes les chances que votre Ether, à un moment donné, il se retrouve là, donc à un prix supérieur. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste que si c'est votre croyance dans un marché haussier, au plus vous l'achetez tôt, au mieux c'est. Surtout que, ben oui, vous pouvez avoir l'espoir d'attraper une mèche descendante si jamais cette figure-là, elle se refait. Mais rien ne vous garantit qu'elle va se faire. Donc du coup, la courbe de l'Ether, vous ne savez pas si 4007 c'était un point bas ou si c'est un point haut. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion avec des amis qui investissaient, au moment où l'Ether, il était là, 3000 $. Ils me disaient, oui, mais tu comprends, il n'y a pas si longtemps, il était à 1008. Ben ouais, effectivement, c'est vrai que moi, de mon expérience, c'était un Ether très haut à 3000 $. Mais donc à ce moment-là, je leur ai dit, je ne sais pas vous dire ce qui va se passer là, dans le reste de la courbe, mais je pense que c'est aussi à long terme. Résultat, on a un peu différé, ici on n'a pas acheté. Et puis là, on s'est dit, putain, on aurait dû l'acheter quand il était à 3000. Regarde, maintenant il est à 3009. Alors on l'a pris à 3009. Et là, à 3009, derrière, c'est redescendu. 3000. Mais du coup, on s'est dit, ah, on n'a pas bien fait d'en acheter à 3009, tu vois, on aurait dû attendre, et puis depuis, boum, 4006. On est plus sur du 4000, 4003, 4004 de moyenne. Ben non, en fait, il y a toujours un point qui te semble bas, et tu te dis toujours, j'aurais dû en acheter à ce moment et tout, mais en réalité, l'Ether, c'est pas quelque chose sur lequel on peut miser. À un moment donné, si on veut investir dans l'Ether, il faut s'exposer au cours, on n'a pas le choix. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de vouloir investir dans le soir, mais à partir du moment où vous voulez vous y mettre, vous vous exposez au cours. Et puis c'est pareil, vous allez l'acheter à un moment donné l'Ether, mais vous n'allez pas pouvoir le dépenser de suite. Vous allez devoir stocker pour acheter des bonnes cartes, les cartes que vous avez visées. Et des fois ces cartes elles sont pas disponibles immédiatement. Donc même si vous l'avez acheté là, l'Ether, eh ben à un moment donné, peut-être que le moment où vous allez l'utiliser, il sera plus haut, donc vous aurez été entre guillemets gagnant puisque votre valorisation est supérieure, mais il peut être plus bas après. Bref, l'exposition à l'Ether, c'est pas quelque chose qui doit vous miner le moral, parce que de toute façon, vous êtes sur un marché qui a plutôt une tendance haussière, donc les perspectives sont plutôt positives, et quand bien même elles ne le seraient pas, si vous avez pris la décision de rentrer dans ce war, il y aura une courte période d'exposition à l'Ether. Si vous attendez toujours des mèches descendantes ou que l'Ether baisse, vous allez laisser passer 4 mois pour investir, et par contre je peux vous faire une garantie, c'est qu'en 4 mois, vous allez perdre sur le prix d'entrée des cartes. Parce que sur les bonnes cartes, sur les raretés fortes, le prix ne fait que monter. Que monter, que monter. Et cette chose-là, je l'ai chiffré avec des gens qui investissent là-dedans. Sur un budget de 100 Ethers, vous pouvez perdre jusqu'à 1 Ether par jour en n'investissant pas dans Sora au début. Parce que le prix des cartes montant,
et ben, ce que vous allez voir, c'est que vous vous faites tuer très vite. Je prends, allez, on va prendre l'exemple. Alors, attention, hein, c'est toujours pareil, j'ai pas de boule de cristal, je vous dis pas que la dynamique, elle est forcément haussière ad vitam aeternam, ça pourrait s'arrêter. Mais c'est pas ce que montrent les charts, c'est pas ce que montre le marché. Le marché actuel de Sora, c'est qu'on est sur une progression organique, donc de joueurs de 30% par mois actuellement. Donc si ça monte à cette vitesse-là, on a toutes les chances de se dire que les prix vont suivre la dynamique qu'ils ont actuellement. Or, la dynamique qu'ils ont actuellement, je vais laisser le graphique se charger, j'y reviens après. Là, c'était sur Timber. Voilà, j'ai vu cette enchère se faire. Donc, on avait la dernière carte qui s'est vendue 120 000 euros, 120 000 dollars, l'unique. Et si on regarde ce brave Timber, la dynamique du prix de sa carte unique. Voilà, il y a un an, Monsieur Carapou, une whale de cette époque-là, qui est toujours d'ailleurs, l'avait payé 10 000 balles. Ici, 10 000 euros. Un an plus tard, donc même pas 8 mois plus tard, Abbott les bords, ça c'est un nouveau joueur, un joueur qui a débarqué il y a 10 jours, qui a dépensé 100 Ethers en 10 jours à peu près, ou plus, maintenant il doit être à 950, je sais plus, enfin bref, il dépense des sommes phénoménales. 28 Ethers, donc en Ether x 10 et en fiat, donc en euros x 10 aussi. Donc je sais pas si ça va faire x 10 et si dans un an, Justin Timber, Justin Timber, non, c'est pas le même, il sera à 1 million d'euros, je dis pas ça. Mais même si vous vous dites qu'il fera que x2 ou x3, compte tenu du fait que la courbe de joueurs de Sora, ben, voilà, elle est ultra croissante, donc on a toujours pareil, si je prends ça à 31 000 et que là on est passé à 40 000, oui voilà, on est bien sur ces 30% que j'avais remarqué la dernière fois. Donc avec 30% de croissance, on peut très bien se dire que il fera que, allez, x4 le prix de la carte. Encore, il a fait x10 entre l'un et l'autre, mais pourquoi pas se dire que ça peut partir sur un x4? Eh ben, x4, ça veut dire que dans l'année, pour avoir attendu un an d'acheter Timber, ben vous avez perdu 365% de valeur de la carte, donc vous perdez 1% par jour. 1% par jour, si vous perdez 1% par jour parce que le prix des cartes augmente, et que vous avez 100 Ethers de budget, vous perdez un Ether par jour. Voilà, donc peu importe si sur le cours de l'Ether, vous avez acheté ici ou vous avez acheté là, il y a 10% d'écart. 10%. Par contre, si jamais vous avez attendu 6 mois pour acheter, c'est sûr que vous vous serez fait tuer sur le prix des cartes, parce que 6 mois, ça fait 180 jours, et donc vous avez perdu 180% sur le prix. Voilà, donc, ouais, voilà, perdre, il y a perdre, en achetant 100 Ethers là, ou 100 Ethers là, ben, il y a 10 Ethers d'écart. Par contre, si vous attendez 100 jours, vous avez 100 Ethers d'écart. Vous voyez? Donc bref, si vous n'avez pas suivi les chiffres, retenez une chose, vous perdrez beaucoup plus en attendant le marché sur Sora que en essayant d'attraper des mèches descendantes sur le cours de l'Ether. Voilà. Toujours pareil, pas de boule de cristal, avis personnel, faites-vous le vôtre et prenez vos décisions. Mais moi, quand j'accompagne quelqu'un sur un investissement dans Sora, je le dis, il y a des risques dans tous les cas. C'est pas moi qui prends les décisions, c'est la personne, mais vous ne pouvez pas être gagnant à tous les coups, et quoi qu'il en soit, vous êtes plus en danger avec le prix des cartes qu'avec le cours de l'Ether, à mon avis. Cette digression étant faite, derrière, une fois que vous avez acheté votre Ether et que vous êtes en capacité d'investir, il faut que vous ayez un plan de bataille. Ce plan de bataille, il se fait avec d'abord le choix de la division dans laquelle vous allez jouer. Si vous voulez jouer en rentabilité pure, actuellement les D3 me semblent les meilleurs. Après, c'est susceptible de changer, ça va être corrigé par Sora, sans doute que la D2 va être renforcée, c'est mon avis. Mais les price pools actuellement sont forts en D3 parce que vous pouvez gagner des stars, des cartes stars qui ont une valorisation très importante sur le marché. Donc si vous êtes purement héroïste, peut-être que vous allez choisir de vous faire des D3 très très fortes.
Les D3, c'est ce que ça s'appelle maintenant les rares pros. Donc vous allez dans rares et vous prenez les pros. Ben, les pros, vous avez des price pools qui sont assez forts parce que vous pouvez aller gagner des cartes comme Mbappé, comme Messi, Lewandowski, tout ça, ça vaut 5 Ethers, 5 Ethers, 2-3 Ethers, 2-3 Ethers, voilà, 1 Ether et demi, 2 Ethers, c'est assez cher. Donc c'est très intéressant de viser ces cartes-là plutôt que de prendre un tiers 2 en super rare, ce qui est la division qu'on va vous proposer, la récompense que va vous proposer une des deux. Bon, vous avez des raisonnements héroïstes purs. En D1, vous pouvez gagner des récompenses qui sont très fortes aussi, parce que là aussi, vous allez chercher des stars, mais des stars de D2, ou des tier 1 de D2, mais bon, des cartes qui valent quand même cher. Donc actuellement, pour moi, toujours pareil, je vous donne une lecture, c'est toujours pareil, on essaie de ne pas faire de conseils en investissement, mais dès que je vous parle d'avis, dès que je donne un avis, et que vous le prenez en considération, ben, pour vous ça peut être du conseil en investissement. Donc ce n'est pas techniquement du conseil en investissement, mais c'est ma lecture du jeu, et derrière il faut que vous fassiez vos décisions vous-même, en sachant que c'est un risque pris à chaque fois que vous allez faire de l'achat sur ce type de jeu. Donc actuellement, ma lecture, c'est D3 et D1 qui sont les plus intéressantes, mais ça devrait changer avec la D2. Une fois que vous avez dit les divisions que vous voulez jouer, vous regardez avec des outils type Sorare Data les joueurs qui sont performants dans ces divisions-là. Alors Sorare Data, c'est la lecture du passé. D'accord? Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Néanmoins, on a toujours tendance à les regarder parce que n'ayant pas de boule de cristal, le seul truc sur lequel on peut s'appuyer, c'est ça. Ou sur son œil footballistique. Hein, c'est encore, si vous êtes bon là-dedans, c'est encore meilleur. Hein, parce que si vous arrivez à sentir les bons joueurs, vous ferez des meilleures affaires que ceux qui ne font qu'une lecture de Sorare Data. Mais bon, je vais vous parler des outils à disposition. Donc pareil, Sorare Data, vous pouvez regarder les bons joueurs, par exemple, sur la division Champion Europe, si c'est celle que vous visez. Voilà, en faisant des critères comme ça, vous pouvez trouver les bons joueurs. Vous pouvez aussi regarder, c'est ce que je conseille de faire, c'est regarder les joueurs qui marchent fort en même temps. Vous pouvez le faire avec des outils qui sont mis à votre disposition, de combinaison de stats, voir qui c'est qui marche fort avec qui. Hein, vous avez des pourcentages de score. Après, il faut décorréler aussi si c'est une corrélation mathématique pure ou s'il y a vraiment une affinité footballistique. Voilà, un joueur qui fait 60% du temps, plus de 60 points, ben, il match forcément 36% du temps avec un autre gars qui est dans le même cas que lui. Ça, c'est des maths, mais donc la corrélation, des fois, comme vous montrez en combo, elle est juste mathématique, elle n'est pas footballistique. Voilà, donc il y a des petites lectures comme ça supplémentaires que vous pouvez faire par vous-même, ou que moi je peux faire pour vous si vous êtes un de mes filleuls et que vous êtes un grand compte sur Sorare, c'est ce que je peux faire. Mais toujours pareil, hein, là-dedans, après, personne n'est dans le secret des jeux. Hein. Vous ne saurez pas si votre joueur il va cartonner, mais bon, voilà, il faut des critères de choix à un moment donné pour vous positionner. Donc voilà, vous établissez une cible et ensuite vous passez au recrutement. Et le recrutement, vous avez deux façons d'acheter. Soit vous achetez au marché des nouvelles cartes, ce qui veut dire que vous allez subir la temporalité de Sorare, hein, puisque si vous avez décidé qu'il vous fallait Robert Lewandowski en super rare ou unique, eh ben, je vous regrette de vous dire qu'actuellement il n'y en a pas à la vente. Donc ça veut dire que vous allez attendre qu'il en sorte. Sinon, vous allez sur le marché des reventes, voilà, et vous cherchez le joueur en question. Alors, avantage et inconvénient des deux méthodes. Quand vous êtes aux enchères, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez payer entre guillemets le juste prix du marché. Vous n'allez pas vous faire avoir par quelqu'un qui demande trop cher par rapport à sa carte, puisque techniquement vous serez 10% au-dessus du précédent qui a fait un bid, donc une enchère. 10% au-dessus, c'est vous trouvez une réalité de marché. Si jamais vous allez sur le marché secondaire,
vous aurez le prix que les personnes veulent vous le vendre. Mais des fois, elles ne vendent pas au prix du marché, surtout sur des raretés comme les super rares ou les... Putain, j'ai plus d'internet maintenant. Peu importe. Donc, les super rares et les uniques, elles ont une... Non, c'est pas moi, c'est Sorare en fait. Ouais, c'est Sorare qui a un creux. Donc, Lewandowski, si vous voulez l'acheter, voilà, lui, il en demande 15 Ethers. Vous voyez, c'est le seul qui vend actuellement. Donc, soit vous contactez un par un les gens, c'est ce que j'avais fait quand moi j'ai voulu l'acheter, Robert Lewandowski, jusqu'à trouver le moins cher, soit vous achetez au prix que le gars propose, c'est-à-dire 15 Ethers, ce qui n'est pas la valeur de marché. Pour moi, la valeur de marché de Lewandowski super rare actuellement, si j'applique un 4,5 sur ça, c'est entre 10 et 11 Ethers. Et encore, comme il est un peu vieux, on pourrait dire que c'est plutôt entre 9. Ouais, entre 8,5 et 11. Voilà, bon, chacun fait ses évaluations. En tout cas, là, 15 Ethers, trop cher. Mais si vous le voulez immédiatement, lui vous le propose à 15 Ethers. Sinon, vous attendez une enchère, et l'enchère, vous ne savez pas quand elle sort. L'autre avantage de prendre des cartes aux enchères, c'est que vous avez des cartes de l'année en cours. Et les cartes de l'année en cours, elles ont un petit bonus tout à fait appréciable de 5% sur les performances. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à prendre des cartes dites nouvelles. Vous voyez là que lui, par exemple, donc bonus de 2021-2022, 5 points, 5%. Ça, vous ne l'avez que sur les cartes aux enchères ou sur les cartes du marché secondaire qui sont de cette année, parce qu'il y en a aussi. Hein, voilà. Donc là, le marché des enchères, c'est systématiquement les dernières cartes de l'année en cours. Et ce sont aussi des prix en général qui sont plus justes que ce que vous allez trouver au marché secondaire. Le marché secondaire, en revanche, vous allez pouvoir monter une équipe très vite. Et très souvent, vous verrez qu'en fait, suivant la quantité de cartes que vous avez à acheter, vous ne pourrez pas tout faire au marché des enchères si c'est votre ambition. Il faudra sans doute faire du secondaire et du primaire. Voilà. Après, vous allez acheter dans le temps, hein, donc il va falloir peut-être, je sais pas, 2 semaines, 1 mois pour faire votre effectif, ça peut-être plus, ça dépend de vos ambitions, des cartes que vous visez. Il faut que vous gardiez toujours de la liquidité, hein, que vous ne soyez jamais à sec sur vos Ethers, parce que des fois, il y a des opportunités de marché qui vont se présenter à vous, des choses que vous vouliez acheter un tel, mais voilà, vous vouliez par exemple acheter, je vous dis, Thomas Müller. Vous avez mis vos Ethers de côté et tout, et puis il se trouve qu'il en sort pas, que vous n'arrivez pas à en acheter et tout. Par contre, à ce moment-là, en joueur similaire, Lewandowski, lui, il est à la vente. En plus, c'est de la même équipe, donc là, je suis vraiment sur un cas très, très particulier. Mais donc, finalement, ils ont les mêmes scores, on fait des scores similaires. Peut-être que vous allez switcher vers lui. Et bon, là, dans un cas où lui, il est moins cher que lui, mais si ça avait été l'inverse, peut-être que là, vous allez parce que le fait que vous avez de la liquidité dispo, vous pouvez sauter sur l'occasion de changer d'objectif. Voilà, et ça, si vous n'avez pas de liquidité, des fois sur Sorare, vous pouvez rater des bonnes affaires à des bons prix. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Non, voilà, après ça reste du skill global sur Sorare. Il y a des choses que vous pouvez retrouver dans différentes vidéos de moi ou d'autres youtubeurs, des choses que vous trouverez par vous-même. Je pense que là-dedans, sur ce type d'investissement, c'est bien de vous faire accompagner par le parrain. Alors attention, à chaque fois que je dis le mot accompagner, c'est pas de l'accompagnement financier, personne ne vous fait de l'accompagnement financier sur Sorare, mais votre parrain, il va vous donner des conseils sur comment bien jouer selon lui. Voilà, donc il y aura des choses que vous pourrez prendre, des choses où vous ne serez pas d'accord, des choses que vous ferez à votre sauce, mais d'avoir quelqu'un qui a un recul sur la façon d'appréhender le jeu, c'est toujours bien. Voilà, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant de ce qui vous sera dit, mais ça vous donnera un socle sur lequel rebondir, des échanges à avoir, et derrière, vous pourrez mieux construire vos décisions personnelles d'investissement. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Donc le parrain, c'est pas juste quelqu'un qui vous file un lien d'affiliation, c'est quelqu'un qui doit vous donner derrière des petits conseils, répondre à des questions, alors suivant la disponibilité, suivant le nombre de filleuls, etc. C'est pas toujours pareil, mais voilà, même moi, sur des gens que je parraine en limited, quand je peux, je donne des conseils, je réponds sur Twitter, je réponds sur YouTube, etc. Et ça doit être ça, le rôle actif d'un parrain. Donc voilà, que vous soyez venu à Sorare par moi ou par quelqu'un d'autre, choisissez comme parrain quelqu'un qui va pouvoir vous aider, parce qu'il y a tellement de questions. La communauté, elle répond et tout, mais
des fois pour des études particulières de votre galerie, de vers quoi aller, etc., ça peut pas être que des questions généralistes. Donc il faut que quelqu'un s'implique, et ça voilà, le parrain, je pense qu'il a un rôle à jouer, et il faut pas juste donner un lien de parrainage et après s'en foutre. Donc voilà, moi j'essaie de faire ces vidéos-là, et j'essaie d'accompagner dans le jeu, quand c'est possible, les gens qui en font la demande. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vais en faire une autre bientôt sur l'inverse, c'est-à-dire comment démarrer avec un très petit budget, parce que ça concerne une immense majorité de joueurs. Je vais aussi m'essayer à la version de cette vidéo en anglais, donc si vous êtes français et que vous voulez rire un moment, vous pouvez aller écouter mon accent, ça sera quelque chose d'assez folklorique, je vous le garantis. Un mauvais accent anglais par un Marseillais, c'est toujours un moment mémorable. Donc voilà, si vous voulez rigoler, vous moquer un peu, vous pouvez aller sur cette vidéo à venir. Et sinon, vous restez sur les vidéos françaises, je pense que ça sera plus simple pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt tout le monde.